Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors, petit rappel, la dernière fois on avait introduit ce qu'était une texture et comment échantillonner un cube 3D avec les coordonnées UV. Alors je vous invite à aller voir cette vidéo d'introduction si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, ici, on va commencer par mapper d'autres formes 3D, notamment un cylindre, un cône, une sphère et une plane, pour voir à peu près comment mapper différentes formes 3D, peu importe les configurations. Alors c'est parti, revenons dans notre moteur et voyons les formes 3D implémentées. Donc, on va venir dans notre classe Mesh Utilities. Et dans cette classe Mesh Utilities, j'ai mis à disposition plusieurs fonctions. Donc les fonctions de chaque forme 3D. On avait le cube qu'on avait implémenté la dernière fois. Et cette fois-ci, j'ai rajouté les 4 autres fonctions pour pouvoir définir les formes 3D. Alors on va commencer par la plane, qui est la plus simple. Donc la plane, c'est tout simplement juste une plane carrée, définie comme on aura pu le faire avec le cube d'ailleurs, sauf que la coordonnée y sera égale à 0. Donc, le plane, c'est voici à quoi elle ressemble. On va dézoomer, mieux. Donc on va définir nos vertices comme ceci. Donc on va définir chaque vertice du carré. Et les UV, eh bien on va fonctionner exactement comme le cube. On va mapper chaque vertice de la plane avec les coordonnées, on le mappait entre 0, 0 et 1, 1. Et les indices, bon bah c'est comme d'habitude, on va les mapper exactement comme on a fait aussi pour le... Donc ça c'était pour la plane. On va voir maintenant la sphère. Donc la sphère, hop, alors, je l'ai mis... La sphère, ouais, ici, voilà. Donc la sphère, donc on a la fonction pour pouvoir créer une sphère en 3D. Donc chaque coordonnée de la sphère, en fait la sphère sera divisée en segments et en anneaux. C'est comme ça qu'on modélise une sphère habituellement. On aura pu voir aussi une autre forme de modélisation d'une sphère qui est la modélisation ICO. Donc la modélisation ICO, si, hop, si je mets ICO sphère, il va ressembler à ceci. Icosphère. Donc icosphère, on va venir prendre un icosadron et on va venir, donc d'abord on crée ce icosadron et on va venir diviser chaque triangle en de plus petits triangles et on va venir projeter chaque point de ces petits triangles sur la surface de la sphère. Donc ça c'est plus compliqué à modéliser, mais globalement c'est comme ça qu'on aurait pu le faire avec cette façon de générer une sphère. Mais nous on va se contenter de la façon un peu classique, c'est donc la sphère UV on appelle ça, et on va venir juste utiliser, diviser voilà, cette sphère en anneaux et en ring. Donc hop, si je peux, hop, on va mettre UV sphère, je mets UV sphère, c'est plus ressembler à ceci, donc il y a les anneaux qui vont tourner autour de la sphère et les segments qui vont permettre de définir en horizontal les différents quads. Et ces différents quads, bah, on peut tout simplement les dessiner avec deux triangles. Et voilà comment on va le faire. Donc on dessine on génère nos vertices comme ceci. Pour les indices, bien on va le faire comme ceci. Donc les indices c'est généré de la manière suivante. Et pour les UV, on va tout simplement venir prendre bah, les, euh, les, euh, la position normalisée entre 0 et 1 du segment et la position normalisée entre 0 et 1 de l'anneau. Donc là d'ailleurs on devrait mettre plus Y rings. Là, voilà, on est bon. Hop, donc on est bon. Donc ça c'était la sphère. Pour la plane, c'est bon, on l'a vu. Pour le cylindre,
Et le cylindre, on va le faire, on va diviser ça en 3 parties. Donc on aura la surface haute. Donc si je montre une cylindre 3D, hop, cylindre 3D, voilà, on va prendre celui-là par exemple. Donc on va générer d'abord les vertices du cercle en haut, les vertices du cercle en bas et les vertices du corps du cylindre. Donc voilà comment on va faire. Donc d'abord on génère les vertices comme ceci. Les UV, on va les générer de la même manière on va les générer de manière radiale. Donc c'est-à-dire qu'on va venir prendre, si je reprends ma texture, on va tout simplement venir prendre le cercle d'en haut, on va venir juste mapper le cercle sur un cercle qui va venir s'incruster dans la texture. Donc voilà, globalement c'est comme ça qu'on génère un peu un mappage classique, on va dire. Et donc voilà, c'était pour les deux cercles en haut et en bas. Et pour le corps, on va faire exactement comme ceci. Globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois pour comment générer ces différentes formes, car ce n'est pas forcément le plus intéressant. C'est des algorithmes qu'on peut retrouver de manière classique. Mais globalement, de toute façon, les formes 3D ne sont pas habituellement générées de manière procédurale comme on le fait ici, mais on utilise des moteurs, des softwares 3D, de modélisation 3D, pour pouvoir générer à la fois les modèles 3D et à la fois renseigner les UV à ces modèles. Et voilà, donc les indices, on va les faire comme ceci pour le haut et le bas, et les indices pour le corps, on va le faire comme ceci. Donc ça c'était pour le cylindre. Pour le cône, on va procéder un peu comme le cylindre. Donc j'ai fait un cône qu'on peut retrouver dans Blender. Donc le cône qu'on peut retrouver dans Blender, il permet de pouvoir avoir un cône modulable, c'est-à-dire que si je mets un cône, hop, ça va ressembler comme un cylindre, sauf que le cône c'est tout simplement un cylindre où le cercle d'en haut est tout simplement et a un radius de 0, donc un rayon de 0. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir deux radius, un radius pour le bas et un radius pour le haut. Et c'est comme ça que je définis mon cône. Donc le cône, voilà, on le fait pour exactement comme le cylindre, donc les vertices du haut et du bas, comme ceci, sauf qu'ici on va utiliser un radius différent. Et ici, on va générer les vertices du corps principal. Et exactement pareil, on va venir générer les indices. Voilà comment on a procédé. Pour le corps, ouais, j'ai pas rappelé, pour le corps du cylindre et du cône, on prend tout simplement toute la surface de la texture et on va venir l'enrouler autour du cylindre. Donc ça, c'était à peu près ce qu'on avait vu avant. Donc si je lance, hop, donc on a toutes nos formes. On va revenir ici, toutes nos formes modélisées. Donc là, les modélisations sont faites de la manière dont j'ai décrit. Donc chaque forme est définie avec une texture et va venir prendre à peu près l'entièreté de la texture. Donc si je reviens dans mon fichier main, j'ai créé des tableaux de mesh, de transform et de mesh renderer pour que ça soit plus compréhensible. Donc je crée le cube comme ceci, la sphère comme ceci, le cylindre comme ceci, le cône comme ceci, le plane, et je viens dans la boucle de rendu rendre tous les mesh renderers avec une boucle. Et puis après, j'oublie pas de supprimer les mesh renderers et les meshs, et je viens clear les tableaux. La caméra, je l'ai mis à une position de 2,5, 2,0, moins 5,0 pour que ça soit plus visible. Donc c'était à peu près comment j'ai modélisé les formes. Donc comme je vous ai dit, je ne vais pas aller dans les détails sur les algorithmes de génération de modèles 3D, parce que c'est pas forcément le plus intéressant à expliquer. Mais voilà comment j'ai procédé. Alors, comme vous avez pu le constater, le mappage actuel des différentes formes 3D est très basique. On a juste pris une texture et on l'a appliquée au modèle 3D.
peu importe la configuration des faces ou des proportions des modèles 3D. Une autre façon par exemple de pouvoir mapper un cube 3D est tout simplement de prendre le patron de ce cube et d'en faire une texture. Donc si on va prendre la texture que j'ai définie, donc le patron d'un cube 3D ressemblerait à ceci. Donc on aurait hop, voilà. Donc on aurait les différentes faces du cube qui seraient mappées à différents endroits de la texture. Donc on aura les 6 faces, donc top, front, left, right, back et bottom. En faisant cela, ça va permettre de pouvoir définir des configurations différentes pour chaque face du cube 3D. Donc en général, c'est comme ça qu'on procède pour mapper des cubes 3D. Pour les autres modèles 3D, on peut exactement le faire de la même façon. Donc par exemple, pour le cylindre, eh bien, on aurait une configuration de la forme suivante. Donc le cylindre, c'est deux cercles définis, donc un en haut et un en bas. Et pour le tronc de la texture, ça ressemble à ceci. Alors ici, j'ai respecté exactement les proportions du cylindre, c'est-à-dire que la taille du body en horizontal va être égale au radius des différents cercles. Donc c'est comme ça qu'on va définir un cylindre de manière mieux configurée, en respectant les proportions et les différentes faces. Et pour la sphère, on va toujours garder les mêmes mappages UV, mais globalement, ici, on va venir, donc si je vais dans la sphère, on va venir compresser la texture au niveau horizontal, tout simplement parce que la configuration d'une sphère en horizontal est mappée tout autour, donc tout autour de la sphère, donc à 360, alors qu'en vertical, c'est uniquement mappé à 180 degrés. Donc ça va permettre de pouvoir avoir des tiles carrés et qui ne sont pas étirés le long de la surface, enfin en horizontal. Donc ça c'était pour le cylindre, et pour le cône j'ai repris exactement la texture que j'avais utilisée pour le cylindre, et j'en ai fait et j'ai utilisé le même pour le cône. Alors ça c'est pour la définition des textures, mais maintenant il faut pouvoir définir les UV de chaque forme 3D aux textures adéquates. Alors pour ce faire, j'ai créé d'autres fonctions. Donc les fonctions, ce sera les suivantes. Donc ça sera pour le cube, ça sera cube UV, cylindre UV, donc je l'ai mis avant, mais il faut mettre après. Hop, on va le mettre après. On va changer après plus tard. Et pour le cône, c'est exactement cône UV, exactement pour ces trois formes. Pour la sphère, on n'en a pas besoin, car tout simplement la sphère est déjà mappée correctement en UV. C'était juste la texture qui devait légèrement changer. Et pour la plane, c'est mappé exactement aussi pareil. On n'a pas besoin de changer les UV et la texture. Alors si on va dans donc ça c'est les infos pour le cube. Ça va correspondre à chaque position de chaque face au niveau des UV. Donc j'ai mis des centres. Donc left face pose, ça va correspondre au centre de la texture du cube, ça va être ici, on sera là, right, exact, etc., etc. Et j'ai mis la taille des UV, enfin des différentes quads de la texture. Donc ici c'est bien mappé entre 0 et 1, parce qu'on a besoin d'avoir un mappage entre 0 et 1. Alors, je vous expliquerai plus tard qu'on peut avoir des mappages qui vont sortir de cette range 0 et 1, mais globalement ici on va se contenter d'un mappage entre 0 et 1. Alors, donc si je vais dans Mesh Utilities, on va revenir sur les fonctions. Donc ici on va faire comme tout à l'heure, je vais juste vous les montrer à peu près. Donc là on va venir mapper chaque UV. En fait là du coup je vais venir à chaque fois créer le cube de manière classique, comme on l'avait utilisé tout à l'heure, mais je vais venir changer les UV pour avoir le mappage UV adéquat correspondant à chaque texture. Donc là les UV vont se mapper de la manière suivante. Donc on va venir mapper avec l'utilisation
de chaque position UV que j'ai définie ici, hop, qu'on pourra faire générer de manière custom. Donc on pourra venir changer ces positions. Donc ça c'était pour le cube. Pour le cylindre, eh bien on va mapper comme ceci. Donc là, ici on va venir mapper en fonction enfin les UV vont être mappés en fonction du cercle en haut et en bas. Ça va prendre les différents radius qu'on aura définis ici avec la position. Donc là ça va venir prendre cette position là, et pour le cercle d'en bas ça va venir prendre cette position ici. Donc ça c'était pour le cylindre. Et pour le cône, on va faire exactement pareil. Le cône c'est tout simplement la même chose, sauf qu'on va venir avoir un radius custom ici, UV, parce que le radius ne sera pas différent en fonction de si c'est en haut ou si c'est en bas. Et si je lance, donc attends, on va juste vous montrer un peu juste la création des objets. Donc là j'ai créé les trucs custom. Pour le cube, j'ai rajouté la texture, la texture pour la sphère, la texture pour le cylindre, et pour le cône j'utilise la même texture avec les configurations que j'ai définies ici pour chaque modèle 3D. Donc si je lance, on aura nos différents modèles 3D mappés de la bonne, de la configuration que je viens juste d'expliquer. Donc le cube, on aura chaque face bien mappée, right, front, top. Pour les autres côtés, normalement c'est bon. Pour la sphère, on voit bien que la sphère elle est bien mappée. En tout cas elle est mieux mappée que ici. On voit bien qu'ici c'est pas étiré le long de la surface horizontale. Pour le cylindre, c'est exactement pareil. On voit bien qu'ici c'est pas mappé, c'est pas étiré, alors qu'ici c'était étiré si on prenait une texture classique. Et pour le cône c'est pareil, on voit bien qu'ici c'est pas étiré par rapport à celui-ci. Donc ça c'était pour les configurations des modèles 3D. Globalement, c'est à peu près les primitives qu'on peut voir dans les moteurs de jeu. Donc dans les moteurs de jeu, on va habituellement voir la sphère, le cube, le plane et le cylindre parfois. Globalement, on pourrait en rajouter d'autres, mais globalement, c'est pas forcément ce qui est nécessaire. Hein. Comme je vous ai dit, habituellement, on utilise des outils de modélisation 3D comme Blender, Maya ou 3ds Max par exemple. Donc on peut en citer plein, mais globalement, c'est les logiciels qu'on va utiliser pour modéliser des modèles 3D. Et globalement, on n'a pas besoin de le faire à la main comme je l'ai fait ici. Donc maintenant, passons aux paramètres des textures plus en détail. Donc, je vous rappelle, pour pouvoir définir les paramètres de texture, on va utiliser la fonction GLTextParameter. Donc la fonction GLTextParameter va prendre des noms de paramètres plus des valeurs. Donc on va pouvoir définir différentes valeurs, que ce soit des floats, des vecteurs, des integers, etc., etc. Donc ici on va se concentrer sur les paramètres les plus importants. On va commencer par le paramètre de wrapping, donc qui va consister à définir le cas où la manière dont les textures seront échantillonnées si jamais les UV sont en dehors des ranges 0 et 1. Donc on pourra avoir des UV qui vont se trouver en dehors de 0 et 1, 0 et 2, 3, 4, etc. etc. Donc pour définir ces paramètres de wrapping, donc on aura le nom de paramètre GLTexture wrap S, permettant de pouvoir définir sur le paramètre sur l'axe horizontal, et le paramètre GLTexture wrap T, qui va permettre de pouvoir définir le paramètre sur l'axe vertical. Donc on pourra définir en fonction de l'axe horizontal et l'axe vertical. Pour ces deux paramètres, on pourra avoir plusieurs valeurs possibles. La valeur par défaut sera la valeur GLRepeat, qui là dans la configuration actuelle ne change pas grand chose, mais si on a des configurations entre 0 et infini par exemple, on va pouvoir définir, on va venir répéter
la texture à l'infini si on a une texture entre 0 et 2 par exemple. Donc pour pouvoir visualiser ce GL Repeat, on va pouvoir dans le fragment de shader utiliser une technique de tiling. Donc les moteurs de jeu vont habituellement renseigner une valeur de tiling dans le fragment de shader. Donc si je vais dans le fragment de shader, je vais, hop, on va venir créer ici. Donc ça, on va venir l'enlever. Ici, on va venir créer un uniforme avec 2 tile ligne. Hop. Donc par défaut, on va mettre un 1. 1. Et on aura également aussi un offset permettre de pouvoir décaler la texture le long du modèle. Donc on va mettre 0. Donc cette texture, ça sera UV fois tiling plus offset. Par exemple, si je mets un tiling de 2. Hop. Donc, ouais, voilà. Donc si je mets un tiling de 2, on voit bien que là, la texture ici, elle est bien répétée autant de fois qu'on le souhaite. Donc là, c'est fait c'est x2. Donc avant, on avait une texture de tile 8 par 8, mais là maintenant on a une texture de tile 16 par 16. Donc ça c'est intéressant si on souhaite avoir par exemple, si jamais par exemple on a une plane, si on a une plane qui fait par exemple 800 par exemple, admettons. Là si je lance une plane à 800, on voit bien que là c'est bien étiré et c'est pas forcément ce qu'on souhaite. On pourrait définir une texture de 800 par 800 tiles, mais globalement c'est pas ce qu'on fait, c'est vraiment trop grand et la résolution ne sera pas forcément la bonne. Nous ce qu'on va faire ici, en tout cas les moteurs de jeu utilisent, c'est ce tiling qui va permettre de pouvoir tiler la texture autant de fois qu'on le souhaite. Donc si on veut mettre 800 par exemple, hop. Hop, là on voit bien que les tiles sont bien respectées. Alors globalement ici, je vais expliquer pourquoi ça fait, il y a des petits artefacts au fond quand ça fait ceci. Bon là c'est parce qu'on a trop étiré donc ça fait c'est illisible. Globalement on va revenir comme on avait fait avant. Et on va venir, si je relance comme ceci, voilà on a ça comme configuration de base. Et on va venir setter des paramètres depuis le CPU et les envoyer au fragment shader. Donc on va venir dans le mesh renderer, hop, ici, donc le mesh renderer, on va venir ici, on va venir créer un vecteur 2 tiling, on va mettre en 1 et on va mettre offset, texture offset, oui, texture tiling, on va mettre texture tiling, texture offset, on va mettre 0. On va venir hop, dans le mesh renderer, passer en paramètres. Voilà, comme ceci. Hop. On n'oublie pas d'initialiser nos valeurs. Donc texture tiling, on va mettre texture tiling. Texture offset, on va mettre texture offset. Et on n'oublie pas ici de les envoyer au fragment shader avec la fonction set uniforme vecteur 2D. Donc je vais là-dedans. On va mettre, on va exactement mettre les mêmes noms. Texture tiling et M texture offset, on va mettre texture offset. N'oublie pas
de changer les noms ici. Et aussi texture offset. Hop. Donc si je lance, ouais. Alors, donc on va faire, c'est normal. On va venir ici mettre des valeurs par défaut. 1, 1. Ouais, c'est pas ça. Et on va mettre 0, 0. Donc l'offset, je vous le montrerai après, quand on en aura besoin. Pour le moment, ouais. Alors, texture tiling. Ouais, ça. On n'a pas mis le bon. Elle en est bon. On va revenir sur notre plane, venir étirer comme on l'a défini. 800. Donc, hop. Voilà. Ici. Vecteur 2D. 800 par 800. Et on est bon. Parce que là. Ok, c'est bon. Ouais, c'est un peu trop étiré en vrai. Ouais, du coup là j'ai mis les configurations que je voulais. Donc là je mets 1.8 parce qu'on a une taille qui fait de. Donc il y a 8 tailles en fait. Hop. Et pour la division, ce que je veux, décaler l'offset à la moitié. Alors, donc là c'est pas ça ce que je voulais. Hop. On va venir mettre ici. Et ici. Hop. Là on est bon. Donc on a bien les différents modèles qui sont sur les cases. Donc ça c'était bon, c'est pour GL Repeat. Concernant les autres paramètres possibles pour GL Texture Wrap S et GL Texture Wrap T, on aura également GL Clamp to Edge. Donc GL Clamp to Edge, ça va permettre de pouvoir clamper la couleur en fonction des bordures de la texture. Donc si je vais dans ma texture et que je teste le paramètre, donc paramétrie, hop, ici on va mettre GL, GL, hop, GL wrap, S, et que je mets GL clamp to edge, je varie pour T, voilà. Ma plane, on va venir légèrement la modifier, sinon on ne va pas voir le résultat. On va mettre en 3. Ici, on va mettre en 2. Ici, on va mettre en 2. Ici, on va mettre en 1. On va tailler uniquement de 4. Et si je lance, donc on aura notre texture ici qui sera donc définie comme ici. Et sera clampée. Ici, on est de 0 jusqu'à 1 ici. Et là c'est de 1 jusqu'à un certain chiffre, et bien la couleur ici elle sera clampée en fonction des bordures de la texture. Donc là les bordures de la texture, si je vais sur ma texture, hop, que je viens zoomer, et bien là ça sera juste, ça va prendre cette couleur là et cette couleur là. Donc ça c'était pour Clamp to Edge. On peut également spécifier une couleur custom au niveau du clamp. Et cette fois-ci, on va pas utiliser le paramètre GL Clamp to Edge, mais une alternative à GL Clamp to Edge qui est GL Clamp to Border. Donc GL Clamp to Border, on va permettre de définir une couleur avec donc hop, GLIV il me semble. Alors ça sera GL Border Color. Et là, on pourra mettre un tableau de float. Hop, comme ça. New float. C'est des. Oui, on va leur multiplier. FV.
Et on va mettre par exemple allez, disons du rouge. Hop, on lance. Et là, on aura du rouge qui sera clampé au niveau de la texture. Donc, c'est des paramètres possibles qu'on peut faire. On peut également faire deux autres paramètres. Donc là, ce sera des paramètres de miroir. Donc les paramètres de miroir, ça sera gel mirror clamp to edge. Hop, clamp gel. Clamp. Alors gel clamp to edge. Donc si je vais voir. Gel clamp to edge mirror. Hop. Est-ce qu'on l'a? Pas sûr non plus. Gel mirror. Hop. Donc elle ne doit pas être disponible dans cette version d'OpenGL. Alors ok, donc c'est bon. Donc je suis juste parti chercher l'extension. Globalement, en fait, la valeur GL Mirror Clamp to Edge. Normalement, ça serait si on va dans hop, ici, si on va sur le ici et qu'on va dans GL hop wrap. Alors ici ouais, donc on aura pu utiliser GL voilà, GL Mirror Clamp to Edge. Mais globalement, quand je l'utilise directement dans ma version d'OpenGL, je n'ai pas accès car tout simplement cette valeur a été introduite dans une version OpenGL plus avancée et comme nous on est en OpenGL 3.2, elle n'est pas disponible. Alors on peut quand même l'utiliser avec des extensions. Donc l'extension c'est GL Mirror Clamp to Edge Ext et il faut mettre l'identifiant 08743. Et voilà comment je l'utilise, donc je le définis comme ça, et quand je lance, on a bien, donc ça va bien utiliser non plus le côté droit pour clamp, mais le côté gauche de la texture. Donc ça c'est juste une petite alternative. Et on aura également une autre aussi alternative qui sera GL Repeat, Mirror Repeat, cette fois-ci est bien disponible dans la version 3.2, d'OpenGL 3.2. Et globalement c'est pareil que Repeat, bon là ça va faire un... Globalement, ça va être le même résultat que GL Repeat, car notre texture est déjà en miroir. Si je mets GL Repeat, vous allez voir que c'est le même résultat. Hein. GL Repeat, hop, et GL Repeat. Et voilà, c'est bien le même résultat car la texture est déjà en miroir. Et globalement, si on a une texture en miroir, ben, on pourrait avoir autre chose. Donc, d'ailleurs, si je mets GL Mirror Repeat, ouais, on va revenir sur GL Repeat de base. Hop, et on va venir créer un énumérateur avec toutes les paramètres possibles. Donc, on va mettre hop, texture, on va faire enum wrap. Hop, on va venir mettre donc repeat, camp edge, camp border, mirror repeat et mirror camp edge. Et pour chaque, on va mettre égal GL repeat GL clamp to edge, GL clamp to border, GL mirror repeat et hop, pour la dernière, globalement il faudrait passer sur une autre version d'OpenGL, donc globalement pour le moment on va laisser ça comme ça et on va venir mettre hop, donc tac, hop, wrap
wrap paramètres. Ouais. On va mettre par défaut comme celui de OpenGL. Wrap repeats. Ouais, on n'oublie pas de mettre ça. En public. Une classe. Hop. Une classe. Pourquoi il est pas? Ouais. Parce qu'il faut le mettre en dehors. Ah, ok. Alors, wrap horizontal paramètre et wrap vertical paramètre. On revient dans notre texture ici et au lieu de mettre gel repeat, ici on va mettre wrap horizontal paramètre et on va mettre wrap vertical paramètre. Ouais. GL int et aussi. Alors on vérifie bien que ça marche bien, donc ce que faire, on va venir mettre par exemple edge et si je lance, ouais, c'est bon, c'est bien clamp. Si je reviens dans repeat, on est bien on revient bien en repeat. Alors donc ça c'est bon. On va venir mettre des fonctions set wrap horizontal comme ça. Set horizontal wrap paramètre, menu 2, hop. Vertical wrap paramètre, on va mettre aussi des getters. Hop. Ça, ici, on va mettre hop, wrap, hop, 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 donc on est void. Oui, on est bon. Alors maintenant, on va implémenter les fonctions juste ici. Donc, hop, ici, il faut mettre des... Alors, on n'oublie pas de rebind la texture, puis de modifier le paramètre OpenGL. Voilà, on fait exactement pareil
juste ici. Et on va mettre ça. Donc là c'était S et T. Là ce sera T du coup. On fait return. Ouais, j'ai mis deux fois la même fonction d'ailleurs. Get horizontal. Même horizontal paramètre. M vertical paramètre. Ok, normalement on est bon. Ok, c'est bon. Donc on va revenir avec notre plane. Alors, je vais juste... Ouais, on va revenir avec notre plane pour passer à la suite. Donc le plane, il est où? Il est juste ici. Donc le plane, on va venir mettre 125 comme on avait fait. Et on va revenir en 0. Moins 0,5 et 0,0. Ok, c'est bon. Et ici, on met 1000. Ok, on est bon. On revient bien à notre position initiale. Donc maintenant, on va passer à la suite avec les paramètres de filtrage. Donc ensuite, on aura les paramètres de filtrage de texture. Donc ici, on aura trois situations possibles. Soit on a une texture qui sera rendue à l'écran avec une résolution inférieure à celle d'origine. Soit la texture sera rendue à l'écran avec une résolution supérieure à celle d'origine. Et soit la texture sera rendue à l'écran avec une résolution égale à celle d'origine. En fonction de ces trois situations possibles, on a deux termes qui vont exister. Donc on aura la minification, donc qui va concerner la résolution à faible densité, et la magnification qui va correspondre à la résolution à haute densité. Donc en fonction du premier cas, la minification ou la magnification, on va devoir filtrer la texture de plusieurs façons possibles. Donc en règle générale, il existe très rarement le cas où on a exactement la même résolution à l'écran. Donc dans le cas où on a la même résolution à l'écran, la texture ne sera pas filtrée, enfin le filtrage de texture n'aura pas besoin d'être fait. Donc, alors, une fois qu'on a défini ces deux termes, on va du coup voir comment OpenGL va gérer le filtrage. Donc ici, on aura également trois valeurs possibles pour la minification et pour la magnification. Donc la première valeur sera donc l'échantillonnage du point le plus proche. L'échantillonnage du point le plus proche va permettre de pouvoir, au moment de l'échantillonnage dans le framework shader, ou dans le vertex shader d'ailleurs, par OpenGL, et bien ici on va venir récupérer le point le plus proche de la coordonnée UV. Vous savez, les coordonnées UV sont des valeurs décimales, enfin des valeurs flottantes plutôt. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas on n'est pas dans des integers comme les textures pourront être définies avec des pixels mappés voilà, on a des pixels mappés en entier. Les coordonnées sont faites de manière entière. Donc les textures sont limitées dans leur résolution. Et bien quand on va venir échantillonner la coordonnée de la texture, on va venir récupérer le point le plus proche de cette coordonnée. Donc ça va permettre de pouvoir avoir une texture en format, on va dire, pixel art, et avoir le même résultat que la texture. On a une deuxième possibilité, c'est l'échantillonnage bilinéaire. Donc OpenGL n'utilise pas le terme bilinéaire, il va utiliser le terme linéaire, mais globalement c'est exactement la même chose. Alors l'échantillonnage bilinéaire va permettre de pouvoir non pas utiliser le point le plus proche cette fois-ci, mais utiliser les 4 pixels adjacents aux pixels
où la coordonnée UV est le plus proche, et bien ici on va venir interpoler les 4 valeurs des pixels ensemble. Donc si la coordonnée UV est proche du centre du pixel choisi, ici on aura, enfin, la couleur va être beaucoup plus proche de cette couleur que des 3 autres couleurs. Et si autrement, si le pixel est éloigné de ce centre, eh bien il va venir prendre les couleurs des autres pixels par rapport à ce pixel là. Donc ça c'était comment fonctionne l'échantillonnage bilinéaire. Et bien maintenant on a un autre échantillonnage. Donc l'échantillonnage bilinéaire linéaire va correspondre, sera possible uniquement avec sera possible avec la magnification et la minification. Et le troisième type d'échantillonnage sera disponible uniquement pour la minification. Donc ici ce sera l'échantillonnage qui va utiliser les mipmaps. Alors qu'est-ce qu'une mipmap? Donc une mipmap, c'est des versions d'une même texture, mais avec des résolutions plus faibles. Donc on va venir prendre la texture originelle, donc disons une résolution de 512 par 512, et on va venir diviser par 2 de manière à atteindre, on va venir diviser n fois la texture par 2. Donc on aura une texture de 512 par 512, donc originale, une texture de 256 par 256, de 128 par 128, de 64 par 164, jusqu'à atteindre la résolution de 1 x 1. En règle générale, si on a des textures avec des valeurs non avec une puissance non égale à 2, donc je sais pas moi par exemple 512 x 511, ça va venir prendre la résolution la plus proche et diviser par 2 ensuite. Donc c'est comme ça qu'on génère des mipmaps. Alors on peut le faire soit à la main et directement renseigner à OpenGL les mipmaps qu'on souhaite avoir, soit on peut le faire avec OpenGL, avec la fonction glGener mipmap, qui va automatiquement générer les mipmaps pour nous. Alors, donc, pour renseigner directement les mipmaps, on va utiliser la fonction glText image 2D. Donc, si je reviens dans le moteur, donc, hop, on a glText image 2D ici. Et ici, quand on spécifie l'index 0 ici, c'est qu'on souhaite renseigner les données de l'index 0 ici. Si on veut souhaiter générer la mipmap suivante, donc ici, eh bien on va le faire data, les données qu'on aura générées avec la nouvelle texture. Il ne faut pas oublier de renseigner la nouvelle taille et la nouvelle hauteur. Donc ça, c'était comment on génère les bitmaps à la main. Alors, hop. Donc, si je reviens ici. Donc, si on revient dans le moteur, que je vous montre la plane qu'on a généré tout à l'heure. Donc ici, on voit qu'il y a vraiment des artefacts très bizarres au fond, qui se produisent quand la résolution de la texture est beaucoup plus petite que la résolution de la texture originale. Donc c'est là que vont venir intervenir les mipmaps et vont permettre de pouvoir rendre de manière plus de la bonne manière les textures. Donc si je génère les mipmaps avec OpenGL ici maintenant, GL génère mipmap mipmap, non c'est pas ça, GL génère mipmap, mais et bien hop, non d'ailleurs c'est pas 1, c'est, je me suis trompé, hop, c'est GL texture, comme ça, ouais, donc GL texture 2D et que je mets en GL. Donc pour utiliser les mipmaps, c'est plus linéaire, mais c'est linéaire. Donc là, on aura plusieurs valeurs également possibles. Donc je vais juste vous montrer ce que ça rend avec
la valeur par défaut, donc on va mettre gel 1 et on peut le faire à la fois pour mon mag. Donc là c'est pour les bitmaps sont utilisés uniquement pour la minification car c'est vraiment la résolution à faible densité qui est où on a besoin d'utiliser les bitmaps. Concernant la magnification, on n'a pas besoin de alors mag. On n'a pas besoin d'utiliser les bitmaps, donc on va tout simplement juste utiliser l'interpolation bilinéaire. Donc là c'est l'interpolation bilinéaire. Ouais, et ici c'est l'interpolation des bitmaps. Ok, alors juste je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, on voit bien que là la transition est faite de manière plus douce vers les bitmaps. Là, ce qui est bien, c'est que ça va rendre plus flou, on va dire, ce qui est au fond, pour pouvoir avoir un meilleur rendu au niveau des bitmaps. Alors, donc ça, c'était la génération des bitmaps. Donc, je vais juste expliquer les 4 paramètres possibles en GL linéaire. Donc là, on a 4 paramètres possibles, comme je vous l'ai dit, on a ces 4 là. Donc GL nearest mipmap nearest, GL linear mipmap nearest, GL nearest mipmap linéaire et GL linear mipmap linéaire. Donc là, ça va, là en fonction des 4 paramètres, bah, tout simplement c'est celui-là utilisé, il va utiliser le mipmap plus le bilinéaire. En fait là, il va ce linéaire là, c'est une interpolation bilinéaire. Et ce linéaire là, c'est une interpolation entre les différentes mipmaps. Donc ça va interpoler entre la bitmap d'avant et la bitmap d'après. Hop, ici pour la GL nearest. Ah, c'est ça. Donc là c'est toujours du bilinéaire parce que ici c'est le bilinéaire, mais le bitmap il sera là interpolé avec le bitmap le plus proche. Donc il ne va pas utiliser toutes les bitmaps. Celui-là est beaucoup plus est moins performant que celui-là parce que celui-là a besoin d'utiliser plus de bitmaps que celui-là. Et on aura hop celui-là nearest ouais. Hop. Et celui-là c'est l'interpolation linéaire. Donc là on va utiliser, enfin pas linéaire, l'interpolation du point le plus proche. Donc le point le plus proche c'est ici et la bitmap le plus proche. Donc ici aussi on aura voilà, on sera plus en bilinéaire du coup. Globalement celle qui utilise le plus c'est l'interpolation bilinéaire plus les bitmaps qui sont utilisés de manière habituelle. Donc ça c'était pour la minification des bitmaps. Alors globalement utiliser des bitmaps ça va permettre également de pouvoir optimiser la mémoire. C'est-à-dire que si on n'avait pas des bitmaps, on utiliserait tout le temps l'entièreté de la texture. Donc on enverrait tout le temps l'entièreté de la texture dans le cache de la mémoire du GPU. Donc c'est pas forcément ce qu'on a besoin. Quand on a des résolutions faibles, on n'a pas besoin d'utiliser tous les pixels de la texture. On pourrait utiliser la moitié, voire plus, de la résolution originelle. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi les bitmaps qui vont être beaucoup plus performants en termes de mémoire. Hop. Donc ça c'était pour les bitmaps. Alors du coup on va pouvoir également avoir 5 autres paramètres pour pouvoir spécifier les bitmaps. Donc OpenGL a mis en place différents paramètres pour pouvoir avoir plus de contrôle sur comment les bitmaps vont être choisis. Donc globalement on aura les 2 paramètres, donc GL texture base level et GL texture max level. Donc base level va correspondre à la bitmap avec la plus haute résolution que OpenGL pourra utiliser. Globalement elle est définie à 0 par défaut par OpenGL.
Donc, par défaut, c'est 0. Et donc c'est la texture la plus haute résolution. Et max level, ça va être la texture à la plus faible résolution. Donc par défaut, elle est définie à 1000. Donc là, c'est vraiment inatteignable comme bitmap. Un level de 1000, ça correspondrait à un bitmap qui serait égal à... Il y aurait 2 puissance 1000 bitmap. Donc là, c'est pas possible d'en avoir. Donc par défaut, OpenGL a mis 1000. Mais on peut très bien vouloir avoir juste 4 bitmaps qu'on souhaite avoir. Donc si par exemple je vais de 0 à 3, et bien là on aura 4 levels. Donc par exemple sur une texture de 512 par 512, on aura une texture, on aurait la texture 256 par 256, 128 par 128 et enfin 64 par 64. Et on s'arrêterait là au niveau de l'utilisation des bitmaps par OpenGL. Donc ça c'est pratique pour avoir ce genre de paramètres. Voilà, je ne sais pas dans quel cas ça pourrait être utile, mais globalement OpenGL on les a mis en paramètres. Et enfin on aura, ça c'était pour le choix des bitmaps. Et concernant GL Texture Min LOD, GL Texture Max LOD et GL Texture LOD Bias, va permettre de pouvoir décaler les valeurs de bitmap utilisées. C'est-à-dire que si par exemple j'ai défini GL Texture Base Level à 2 par exemple, et que je définis par exemple GL Texture Min LOD à 1, et bien OpenGL va utiliser la texture à la plus haute résolution à un level de 3, vu qu'on est la base level est à 2 et que le min LOD est à 1. Il va juste additionner, décaler l'offset minimal de la plus haute résolution de texture. Donc ça c'était pour min LOD. Donc max LOD va faire pareil, il va venir additionner, si par exemple j'ai un max LOD de 3, eh bien il va aussi le décaler par rapport à la valeur définie avec base level. Et le LOD bias va permettre aussi de pouvoir régler le niveau calculé de billets par OpenGL. Si par exemple on calcule quand on échantillonne notre texture et que OpenGL calcule un level de disons 3, eh bien le billet va permettre de pouvoir décaler cette valeur précalculée en fonction de la valeur du billet. Donc si la valeur précalculée c'est 3 et que j'ai un billet de -1 par exemple, eh bien on va venir prendre la bitmap de 2. Bien sûr qui sera clampée en fonction des valeurs minimales et maximales qu'on aura définies avec base level et max level. Mais dans tous les cas, je vous invite à venir tester par vous-même comment fonctionnent les bitmaps et venir régler les valeurs de billets de LOD minimal, maximal, etc. Mais voilà comment à peu près ça fonctionne au niveau des LOD. Alors maintenant, on va venir donc rajouter les bitmaps au moteur. Donc un peu mieux fait qu'on l'a fait ici. Donc on va venir dans texture et on va venir mettre enum class filter et on va mettre rest. On peut aussi l'appeler point filter, le point le plus proche aussi même c'est même mieux. Point filter point, on va mettre bilinéaire. D'ailleurs on va mettre on va mettre en fait on va faire comme un PG. Hop, le filtrage bilinéaire, c'est ça, bilinéaire. Bilinéaire. Moi je préfère les termes bilinéaire. GL bilinéaire et linéaire. Donc bilinéaire. On va mettre ça bilinéaire bitmap linéaire. Hop. On a 4. Alors bilinéaire bitmap. D'ailleurs on va mettre filter. On va mettre ça. Minification.
Application filter. Alors, binaire map. Map noir. Map. Point. Hop. Donc d'ailleurs c'est le terme binaire ici. Alors on veut du binaire plus les maps binaires. On veut du binaire. Hop. Et on veut aussi point et point. Voilà. On veut aussi pour la magnification, je vous rappelle que point et binaire. Ah oui, il y a un terme aussi utilisé donc pour le binaire ici. Hop. Ici on utilise aussi le terme trilinéaire. Alors ça met trilinéaire comme ça. Voilà, on a les bons termes. Interpolation trilinéaire. On utilise l'interpolation sur l'horizontale de la texture, l'interpolation sur la verticale de la texture et l'interpolation en fonction des bitmaps également. Donc on va utiliser les bons termes ici. Donc, ici on aura l'ouest. Ici on aura GL linéaire. Ici on aura GL nearest bitmap comme ceci. Ici on aura GL point nearest toujours. Donc on est en linéaire et on aura ensuite GL linéaire nearest et enfin on aura interpolation trilinéaire qui sera linéaire comme ça. Ici c'est nearest et ici c'est linéaire. Voilà. On n'oublie pas de le rajouter ici. Hop. Magnification filter. Linéaire. On va mettre par défaut. Même on va mettre pas par défaut. Linéaire, on va mettre point. Alors on va utiliser là. Ouais, le binaire trilinéaire. On va utiliser le binaire. Hop. Même on va mettre une. Utiliser. Alors là on va mettre binaire et ici on va mettre unification linéaire. Voilà, on est bon. On va faire des fonctions. Hop. Donc, bon, on va réécrire ça aussi. Donc, cette minification. D'ailleurs, minification, il me semble que c'est avec un G. Hop. C'est minification. Alors, là, cette minification. Cette magnification. Hop. Magnification.
on fait des magnification ici, magnification, magnification. Non, d'ailleurs, ça n'a pas besoin. Hop. On revient ici. Alors, donc, on implémente les fonctions avec. Donc, on n'oublie pas, comme pour les paramètres de wrapping, et là, on renseigne les bons. Donc, cette minification ici, on veut gel text paramétrie. Donc, là, ce sera gl min, min texture. Et ici, on veut minification filter. Ici, on veut gel minification filter. Alors, gel texture, je crois qu'on est bon. N'oublie pas, non d'ailleurs, minification filter. Hop, on utilise aussi ici pareil, sauf que ça sera la magnification filter ici. Ça mag. Et return aussi, return m magnification filter. Donc on est bon. Maintenant, gel texture base level, on s'en va rajouter après. Alors ici, on va mettre des gl int. Ce sera m filter. Non. Gl int magnification filter. Donc on est bon. Alors on veut rajouter aussi ces paramètres là. Hop. Dans texture, donc public. On va venir les rajouter ici. Alors on aura int map base level égale 0. Alors map base level, map max level, map LOD level, hop, LOD min LOD map LOD et map LOD B. Donc base level c'est 0, max level on va mettre 1000, 1000 et de LOD c'est moins 1000, max LOD c'est 1000, et biais, on a un biais de 0. Hop. Donc là qu'on met. Alors on est bon. Alors on n'oublie pas maintenant de définir les valeurs. Je vais dans texture. On va faire des fonctions aussi adéquates. Donc, alors texture
tac. Alors, base level. Donc on va venir mettre les 5, max level. M. Level. Map. Je l'ai plus. Pas mis des M. Map. Base level. M. Map. Max level. Map. Modé. Map. Max LED. Et map. Et le débit. Voilà. Je vais faire juste une ellipse pour ajouter les consts et les getters et les setters et on se retrouve après. Ok, donc c'est bon, j'ai rajouté les getters et les setters juste ici. Et, hop, et je les ai mis, je les ai implémentés juste ici. Là on a les getters. Et là on a les setters. Donc à chaque fois je n'oublie pas de renvoyer à OpenGL la valeur qu'on a setée. Donc là une dernière chose à faire sur les bitmaps, c'est le fait de renseigner à OpenGL des bitmaps custom. Donc on va faire une fonction qui va renseigner la bitmap. Donc void set bitmap texture base on va mettre level, hop, et on va mettre string std string file pass comme ceci. Hop, on va dans texture, on renseigne là. Alors d'abord il faut l'eau de la texture comme on l'a fait ici. Donc on va venir faire l'eau de texture. D'ailleurs ici j'ai renseigné mWidth, mHigh. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le moment on va faire un truc comme ça et on verra ça quand on aura des petits peaufinements. Hop, on va faire return data. Donc on n'oublie pas de set bitmap, on va faire return data. Nous ce qu'on veut c'est renseigner la data. Alors voilà, donc data, pas oublier de voilà. Juste ici on met le level, on met int with égale 0, int high with high et je crois qu'on est bon. Le level, on renseigne bien le level et on est bon. Je pense qu'il n'y a pas de problème concernant. Ouais, c'est bon. On peut tester le cas. Si je prends la texture de la plane qu'on a utilisée, c'est-à-dire hop, m texture, je fais texture set bitmap, set bitmap tout court, il n'est pas là, bitmap, set bitmap texture, bon. Hop, et je lui passe alors ça
va pas mettre texture, on va mettre une texture qu'on aura mis ici, genre celui-là par exemple. Et si je teste, donc, alors là on n'a plus rien du tout. Est-ce que c'est la fonction d'assignement de bitmap qui ne marche pas? Ouais, c'est ça. Hop, donc si je mets 0 par exemple, marche bien. Donc si je mets 1, je mets la même texture, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Est-ce que on peut renseigner la bitmap 0? Hop. Alors, donc là on n'a toujours pas les bons trucs. Je vérifie ça et je vous dis ça juste après. Ouais, du coup j'ai légèrement rajouté d'autres textures, donc pour bien voir les bitmaps c'était. Alors si je lance, donc voilà à quoi ça va ressembler. Hop. Donc là on voit bien que les bitmaps en fonction de la distance par rapport à la caméra sont bien setés de la bonne façon. Donc si je reprends mes textures que j'ai rajouté 10 textures. Donc là c'est 512 par 512. Ça sera 256 par 256 jusqu'à arriver à 1 par 1. Et c'est comme ça qu'on va définir les textures. Globalement, quand je mettais tout à l'heure, quand je renseignais uniquement que la texture 0, hop, hop, on renseigne que une texture ici. Donc il va renseigner que ici. Et voilà comment j'ai procédé. Donc ça j'ai supprimé ça. Hop. Et normalement on est bon pour les bitmaps. Donc on va venir supprimer ça comme ça. On a une texture classique comme ceci. Donc dernière chose, comme vous pouvez le voir actuellement dans le moteur, c'est que c'est légèrement un peu flou. Globalement les formes ils sont un peu floues. Il y a certaines formes qui sont un peu floues, genre par exemple ici, ou même ici, ou même la sphère elle est un petit peu floue, etc. Le cône aussi. Cette face là elle est à peu près bonne, mais cette face là elle est un peu floue. Globalement ici on va devoir utiliser un autre filtrage qui va s'appeler le filtrage anisotrope. Donc le filtrage anisotrope va consister à prendre en compte l'angle et les proportions des différents faces par rapport à la caméra. Comme vous voyez ici, cette face elle est orientée, et c'est ça qui actuellement, comme on n'a pas de filtrage anisotrope, c'est ça qui donne cet effet un peu flou. Avec un filtrage anisotrope, lors de l'échantillonnage des pixels, donc au lieu de prendre comme je l'avais fait avec l'explication du filtrage bilinéaire qui va prendre juste 4 pixels, et bien là, en plus de ces 4 pixels, on va prendre d'autres pixels en fonction de la direction de l'angle par rapport à la caméra. Donc globalement, donc je vous montrerai un petit schéma à l'écran pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais pour activer le tirage anisotrope sur OpenGL, donc elle est disponible en 4.6, il me semble c'est en 4.6 que ça a été intégré dans la version Core, mais on peut quand même utiliser les extensions pour pouvoir utiliser le filtrage anisotrope. Donc GL Texture Max Anisotrope Extension et GL Max Texture Max Anisotrope Extension. Donc ça, ces deux valeurs, ils vont permettre de définir la valeur max la valeur de l'anisotropie et la valeur max possible par le GPU. Donc en fonction des GPU, il y a une valeur max possible qu'on peut renseigner à OpenGL.
a comme valeur d'anisotrope. Donc globalement dans les moteurs dans les GPU récents, c'est une valeur de 16. Globalement, je ne sais pas si on peut faire plus ou à quel point la valeur 16 est répandue. Et globalement, moi sur ma configuration actuelle, c'est 16. Donc hop, si on met une valeur de 16 en anisotropie, voilà, bah on verra bien que là, on a bien les textures moins floues et on a comme l'utilisation des bitmaps permettant de ne pas avoir cet effet bizarre au fond par rapport à sans bitmap. Donc d'ailleurs cet effet là qu'on avait sans bitmap s'appelait des patterns Moiré. Donc si vous voulez vous renseigner, vous pouvez vous renseigner avec ce terme. C'est ça qui donne cet effet un peu avec des artefacts un peu bizarres quand il n'y a pas de bitmap. Globalement, on va venir donc rajouter une valeur d'anisotropie. Hop. Hop. On va faire ici private. Hop. Et on va faire 2 setters. D'ailleurs, on va le mettre à 8 de base. On va le mettre à 16 même. Ma configuration. On va mettre void set anisotropie. Hop. Float value value. On va faire un getter value. On va faire aussi get max GPU anisotropie. On va enlever ça. Hop. On va venir dans texture les implémenter. Hop, on vient ici mettre ceci l'anisotropie M anisotropie. Alors on n'a pas ça. Alors, donc on va faire M est égal à SPD max. Hop. Ici, on va return, donc je reprends les paramètres ici. Donc, anisotropie. Hop. Alors, cette anisotropie, ça sera cette fonction-là. Et on n'oublie pas également de pailler la texture, sinon ça risque pas de marcher. Donc, std max en minuscule. Ah non, c'est un gel float. Gel float. Float ici. Ici. Ici, on return. On return ceci. Hop. Stat 1. Et ici, on va mettre ça. Et vraiment, alors, qu'est-ce qui n'est pas bon? Hop.
quelque part. Alors, max. Et on est bon. Hop. On n'oublie pas de renseigner ici l'anisotropie. 7. Et mon anisotropie. On est bon, on va venir quand même le tester juste ici, donc cette texture là, hop. Anisotropie, si je mets 0 pardon, on a le résultat suivant. Alors là, alors du coup j'ai compris le problème, donc c'est donc pourquoi l'anisotropie ne marchait pas. Donc je vais juste remettre anisotropie value ici, je vais supprimer ça. J'avais essayé de faire ça mais en fait c'était mieux std, ouais, donc on va laisser comme ça. Donc là si je mets un anisotropie de 0, il va vraiment rien se passer du tout. Donc ma valeur de base de l'anisotropie est à 16, c'est le résultat que je vous avais montré juste avant. Mais pour le coup 0 ne marche pas. Si je mets 1, ça va marcher. J'aurai bien un truc un peu plus flou. Donc là on a bien un truc un peu plus flou. Donc l'anisotropie c'est des valeurs entre 1 et la valeur max du GPU et pas 0 et la valeur max du GPU. Donc c'était à peu près ce que je voulais vous montrer globalement. Donc je vais juste remettre les autres modèles. Et on va laisser l'anisotropie à 16 par défaut pour tous nos modèles. Donc là on est bon. Donc hop, c'est la fin de cette explication sur les différents paramètres possibles avec OpenGL. Donc je vais essayer de mettre un maximum de paramètres utilisables pour les textures 2D notamment. Donc ici on a vu les textures 2D, on va avoir d'autres textures de différentes formes et de différentes utilisations dans d'autres vidéos. Mais globalement c'est à peu près les textures que je voulais vous montrer ici. Donc dans les autres vidéos on va voir notamment les normal maps, les shadow maps, les light maps, les height maps, etc., etc. Mais on laissera ça le moment venu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est vraiment important pour la visibilité de cette chaîne sur YouTube. N'hésitez pas également à mettre un commentaire et un j'aime à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.